Professeur Babacar Gaïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé en droit public, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et directeur de l'université des sciences sociales où nous sommes en ce moment. Pensez-vous que la coalition Benno Bokk Yakaar qui a porté le président Macky Sall au pouvoir peut tenir jusqu'aux prochaines élections présidentielles? Écoutez, tout dépendra un peu de l'attitude du Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste présentera un candidat ou pas? Si le Parti socialiste présente un candidat différent de l'actuel président de la République, oui, alors il y a des chances pour que la coalition Benno Bokk Yakaar ne survive pas. Mais si le Parti socialiste ne présente pas de candidat, comme le souhaite le président de la République, eh bien, à partir de ce moment-là, le président pourra compter sur une coalition assez cohérente qui va aller jusqu'au bout de l'élection présidentielle. Mais est-ce que vous ne pensez pas tout de même que la probabilité est forte que le Parti socialiste présente un candidat? Il y a une forte probabilité parce que la base du Parti socialiste pousse pour que ce parti-là présente un candidat, parce que le Parti socialiste a toujours présenté un candidat à l'élection présidentielle, aux différentes élections présidentielles qui se sont succédées au Sénégal. C'est le parti le plus ancien, c'est le parti qui a exercé le pouvoir pendant 40 ans et beaucoup de ses militants voient mal comment il peut y avoir des élections, une élection présidentielle sans la participation tout à fait autonome du Parti socialiste. Maintenant, le Parti socialiste peut envisager une alliance pour le second tour avec le président Macky Sall. Mais c'est vrai qu'il y a une forte probabilité pour que le Parti socialiste ait son propre candidat. Maintenant, il attend peut-être que la date de l'élection soit fixée, mais avant l'élection, la date du référendum soit fixée, parce que nous ne connaissons encore ni la date du référendum, ni celle de l'élection présidentielle. Justement, parlant du référendum, est-ce que vous croyez que ce référendum-là se tiendra? Macky a-t-il réellement la volonté de réduire le mandat? En tout cas, il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Et donc, je pense qu'il va organiser ce référendum, parce qu'aujourd'hui, il serait contre-productif pour lui de ne pas organiser ce référendum, parce que le fait d'organiser ce référendum peut être regardé comme une promesse satisfaite. Et justement, une des raisons pour lesquelles le président Wade a perdu le pouvoir, c'est parce qu'il avait fait ce qu'on appelle ici au Sénégal du wax waxet. Donc, il s'était dédié. Donc, une façon de respecter sa parole serait d'annoncer le référendum, la date du référendum, et de tenir le référendum à la date indiquée. Je pense honnêtement qu'il tiendra ce référendum. Est-ce que quelque part il ne s'est pas fait prendre dans son propre piège, parce qu'au sein même de sa formation, les gens ne sont pas d'accord pour la réduction de ce mandat? Pas impossible. Pas impossible. Si vous m'avez écouté aux premières heures justement de son élection, j'avais dit que c'était une erreur de sa part d'envisager la diminution de son mandat à 5 ans. Il n'était pas obligé de le faire. La Constitution ne l'y obligeait pas. Mais bon, tout le monde était pris dans l'euphorie de cette perspective de changement. Et donc, il a fait cette proposition. C'est vrai qu'il a contribué à souder autour de lui tous ces partis de Benno Bokk Yakaar qui, dans le cadre des discussions sur les réformes institutionnelles, avaient proposé une limitation de la durée du mandat à 5 ans. Et le fait pour lui de dire « je m'engage à limiter mon mandat à 5 ans et à me l'appliquer dès que je serai élu », eh bien, ça a contribué à vraiment souder cette majorité. Mais il n'était pas obligé de le dire.
je pense qu'il aurait été élu malgré tout, même s'il n'avait pas pris cet engagement-là. Je crois que c'est une erreur. Et beaucoup de ses camarades lui ont dit ça. Mais bon, l'engagement est pris, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Vous-même, vous disiez d'ailleurs, si j'avais été marqué, j'aurais fait un mandat de 7 ans et ne pas solliciter un deuxième mandat. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le système de certains pays latino-américains comme le Mexique, le Honduras, où on fait un mandat unique, serait applicable au Sénégal, ou bien même celui du Chili où on a 2 mandats mais en 2 temps? Est-ce qu'il est applicable dans nos pays africains? Il est non seulement applicable, mais il est souhaitable de limiter le nombre de mandats à 1 ou alors de vraiment de le faire de manière alternative, mais de ne pas aller au-delà de 2 mandats. Donc, Le Parti démocratique sénégalais, le parti traverse une crise. Jusqu'à récemment, il y avait des querelles au sein du groupe parlementaire libéral au sein de l'Assemblée nationale. Vous pensez que ce parti, le grand parti du président Abdoulaye Wade, peut rebondir et avoir sa place dans l'échiquier politique sénégalais? Écoutez, il ne faut pas insulter l'avenir. Aujourd'hui, c'est vrai, depuis 2012, depuis qu'ils ont perdu le pouvoir, le Parti socialiste et son leader, le président Wade, sont en perte de vitesse. Mais d'après les sondages que je viens de recevoir, encore que c'est un sondage qui est fait dans un milieu d'internautes, donc ce n'est pas tout à fait représentatif. Mais si on s'en tient au sondage publié par Séné. Je rappelle que c'est un sondage que Séné Plus a publié dans sa baromètre. La question qu'on a posée aux internautes, c'est si les élections législatives se tenaient aujourd'hui, pour qui voteriez-vous? On a AFP 1%, APR 21%, la LD 6%, le PDS 27%, le PS 10%, PIT 1%, Réumi 11%, Sans Opinion 13% ou un autre parti 9%. Maintenant, quelle est votre analyse par rapport à certaines formations politiques comme le PDS, l'APR, l'AFP? Oui, c'est ce que je disais. Le sondage indique 27% pour le PDS. C'est surprenant parce que le PDS apparaissait depuis 2012 comme un parti moribond, comme un parti qui est voué à l'implosion. Et certains disent même que le député Modou Diagne Fada a donné le coup de grâce au PDS, que le PDS va voler en éclats. Et apparemment, ces sondages-là semblent dire le contraire. C'est d'abord pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Le PDS a peut-être des ressorts qui sont insoupçonnés, une capacité de renaissance insoupçonnée, et ce sondage a tendance à le prouver. Et le fait de plus le fait de le martyriser, de faire en sorte de le pousser jusque dans ses derniers retranchements, a pour conséquence de le victimiser, de le poser en situation de victime. Et les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Qui le pousse dans ces derniers retranchements? C'est le régime en place? Je crois que c'est la majorité. C'est la majorité actuelle, oui, qui le pousse dans ces derniers retranchements. Parce que, vous savez, au Sénégal, nous n'avons pas encore acquis cette habitude
de coexister avec une opposition forte. Or, une démocratie a besoin d'une opposition. Tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal ont procédé de la même manière. Lorsqu'un parti accède au pouvoir, il faut qu'il écrase l'opposition. Or, ce n'est pas bon pour la démocratie que de ne pas avoir une opposition. C'est l'existence d'une opposition, le débat contradictoire qui font vivre la démocratie. La démocratie repose essentiellement sur le débat contradictoire. Est-ce que ce constat n'est pas le même partout en Afrique? Malheureusement, c'est un constat qu'on peut faire partout. Lorsque quelqu'un accède au pouvoir, son parti accède au pouvoir et est majoritaire, il a tendance sinon à phagocyter l'opposition, du moins à le réduire à sa plus simple expression. Et donc finalement, on tue un peu la démocratie, on porte atteinte à ce qui est au cœur de la démocratie, au moteur de la démocratie, c'est-à-dire le débat contradictoire et l'existence d'une opposition forte. Alors, professeur Babacar Gaye, on va sortir un peu du cadre du Sénégal. Comment vous expliquez la propension des chefs d'État africains à vouloir tripatouiller la Constitution pour s'accrocher au pouvoir? On a par exemple le cas du Niger, du Burkina Faso, où ça aboutit à la prise du pouvoir par l'armée, puis à l'organisation d'élections. Le Tchad s'est passé, Burundi récemment et Congo, peut-être la RDC, le Rwanda, certainement ça va passer. Est-ce qu'il y a des raisons historiques, sociologiques qui l'expliquent? Il y a des raisons à la fois historiques et sociologiques. Il y a d'abord notre conception en Afrique du pouvoir. Nous avons une conception assez personnalisée du pouvoir. Lorsque vous accédez au pouvoir, vous voulez vous incruster, vous ne voulez pas le quitter parce que vous en avez une conception personnalisée et vous créez les conditions pour demeurer le plus longtemps au pouvoir. C'est la conception patrimoniale que vous voyez un peu partout en Afrique, et ce qui est une des premières causes. L'autre cause, c'est que certains de nos chefs d'État ont commis tellement de malversations qu'ils ont peur de quitter le pouvoir parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions sur le plan international, il est possible de poursuivre un ancien président de la République. Alors dans ces conditions, beaucoup de présidents refusent de quitter le pouvoir, ne veulent pas quitter le pouvoir. Il y a une autre raison également, c'est l'attitude de nos dirigeants à l'égard de la charge de président de la République. Et lorsqu'ils deviennent président de la République, ils sont à la tête d'un État et ils ne regardent pas cette fonction comme un sacerdoce. Ils regardent cette fonction comme une source d'accaparement des richesses, et ils regardent l'État un peu comme une grande table à manger où il y a beaucoup de victuailles. Il faut s'en mettre le plus possible dans les poches et dans l'estomac. C'est un peu cette conception que nous avons encore du pouvoir et qui traduit au fond un manque de culture démocratique de nos dirigeants. Nos dirigeants n'ont pas de culture démocratique, ils n'ont pas la culture de l'État, ils n'ont pas de vision, ce ne sont pas de véritables hommes d'État. Nous souffrons de ça. Le problème numéro 1 en Afrique, c'est le problème de ces leaders. Nous n'avons pas les leaders que nous méritons. La facilité avec laquelle ils essaient de tripatouiller ces consciences, c'est ça qui est déconcertant. Et certains essaient de se donner un semblant de légitimité en organisant des référendums de façade. Pourtant, Montesquieu nous dit qu'il ne faut toucher aux lois fondamentales que d'une main tremblante. Vous savez, une loi fondamentale, ce n'est pas une tente, comme on l'a dit, ce n'est pas une tente que l'on dresse pour dormir. Une loi fondamentale est appelée à évoluer pour tenir compte de l'évolution de la société, de l'évolution politique de la société et des aspirations des populations et de la société. Seulement, cette évolution doit être encadrée, elle doit obéir à la loi, elle doit être également légitime. Donc elle doit procéder
d'un besoin de la société, pas du besoin de celui qui exerce le pouvoir, mais de besoin de la société globale. Mais malheureusement, souvent, nos chefs d'État modifient les constitutions pour se perpétuer au pouvoir, non pas dans l'intérêt des populations, mais dans leur intérêt personnel, soit pour régler des problèmes personnels au sein de leur parti, soit parce qu'ils veulent simplement rester le plus longtemps au pouvoir. Et c'est ça qui pose problème. Seulement, aujourd'hui, avec l'ouverture démocratique, les transitions démocratiques qui ont éclaté un peu partout en Afrique à partir des années 90, ils ne peuvent plus se perpétuer au pouvoir comme ils le faisaient auparavant. Ils sont obligés de mettre les formes. C'est un peu pour ça qu'ils passent, soit par la révision constitutionnelle devant le Parlement, soit par un référendum. Mais en tout état de cause, ces révisions qu'ils orchestrent sont la plupart du temps soit des révisions pirates, parce qu'ils violent purement et simplement la loi fondamentale, soit des révisions opportunistes, parce qu'ils profitent, essaient de contourner les dispositions constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir en sauvegardant une apparence de légitimité, de légalité. Est-ce que finalement il y a une possibilité de faire en sorte qu'on ait des constitutions stables et que la volonté de modifier la constitution ne soit motivée que par la seule volonté du peuple ou par son unique intérêt? En d'autres termes, comment faire en sorte d'avoir des modifications qui sont des modifications consolidantes, pour emprunter le terme de votre confrère Ismaïla Madior Fall? La meilleure façon d'avoir des constitutions stables ou des constitutions qui sont modifiées dans l'intérêt bien compris de la population, des citoyens, c'est de faire en sorte que ces citoyens participent eux-mêmes à l'élaboration des constitutions. Comment? Les conférences nationales ont donné l'exemple. Les constitutions ont été élaborées. Si nous prenons l'exemple du Bénin, la constitution du Bénin a été élaborée avec la participation des Béninois. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher à la constitution du Bénin si ce n'est pour une modification justifiée, légitime et légale. La preuve, c'est que certains ont essayé. Lorsqu'on a soupçonné le président Kérékou d'avoir des velléités de modifier la Constitution pour faire un troisième mandat, ce sont les Béninois eux-mêmes qui sont sortis, qui se sont opposés. C'est qu'il n'y a pas, dans la plupart des pays africains, suffisamment d'appropriation de la Constitution par les citoyens. Je crois que la meilleure façon de faire en sorte que la Constitution soit stable, tout en évoluant lorsque cela est nécessaire, c'est de faire en sorte que la population participe à son élaboration. Ce que la CNRI, ici au Sénégal, a fait. Le président Amadou Martano était à la tête d'une commission chargée de faire des propositions de modification constitutionnelle. Eh bien, la CNRI a consulté les populations, ont été consultées dans les départements, dans les régions. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Faire en sorte que les populations s'approprient la Constitution, et alors on aura des chances, de réelles chances, pour que ce soit ces populations elles-mêmes qui défendent la Constitution lorsque les dirigeants auront des velléités de la changer de manière intempestive et inappropriée. La plupart des pays africains tiennent leur constitution de l'héritage colonial, notamment la France, qui elle aussi tient sa constitution de la culture judéo-chrétienne, un peu de la philosophie des Lumières, la philosophie grecque. Est-ce que nos constitutions ne sont pas assez originales? Je ne pense pas. C'est vrai qu'elles ne sont pas assez originales, qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte les aspirations des populations, certaines constitutions, parce qu'il y en a qui ont fait l'effort de réellement répondre aux préoccupations des populations. La démocratie, le constitutionnalisme fonctionne bien dans certains pays. Au Ghana, au Cap-Vert, il ne faut pas
il ne faut pas dresser un tableau totalement sombre. Tous les pays africains ne sont pas dans la même situation. Certains pays ont parfaitement bien réussi leur entrée dans la galaxie démocratique. D'autres n'y arrivent pas, mais je ne pense pas que cela vienne principalement de ce que certaines constitutions ont été empruntées à la France pour les pays francophones ou à d'autres pays pour les pays qui ont d'autres langues. Mais je pense que fondamentalement, si les constitutions sont modifiées comme ça, de manière intempestive, par le président de la République, par les pouvoirs en place, c'est uniquement le fait des pouvoirs en place. C'est parce que ces pouvoirs, ces présidents ont une conception assez personnalisée du pouvoir. Ils ne sont pas suffisamment, ce ne sont pas des démocrates. Ils n'ont pas suffisamment de la conscience des charges qu'ils assument. Ils ne regardent pas le pouvoir comme un sacerdoce. Parce que s'ils regardaient le pouvoir comme un sacerdoce, ils ne modifieraient pas les constitutions comme ils le font. Alors, vous parlez tantôt de Cap-Vert et du Ghana. Ce sont justement les deux pays qu'on présente comme les démocraties qui vont ensemble avec le développement. Bon, c'est quoi leur particularité? Pourquoi ça ne peut pas arriver dans d'autres pays africains qui sont quand même démocratiques aussi? Mais je vous ai dit que le problème de l'Afrique, c'est le problème de ses dirigeants, le problème de ses leaders. Si vous prenez le Cap-Vert, regardez les leaders qui se sont succédés au Cap-Vert depuis l'indépendance du Cap-Vert. Ce sont des gens qui se sont dévoués corps et âme pour leur pays et qui ont regardé le pouvoir comme je le disais tout à l'heure, comme une charge, non pas comme une source de jouissance, mais véritablement comme une charge extrêmement importante. C'est la même chose pour le Ghana, depuis Rawlings et les présidents qui se sont succédés. Je crois que c'est ça un peu. Il y a une sorte de jonction, d'osmose entre les leaders que ces pays ont eu ces 15 dernières années et la volonté de changement de ces pays, la volonté de développement de ces pays et également les populations, les citoyens de ces pays. Ce sont des leaders qui ont véritablement essayé de traduire en acte les préoccupations des populations de leur pays. Et on voit le résultat, c'est que ces pays avancent sur le plan économique, alors que d'autres qui avaient accédé à la démocratie bien avant eux reculent. Que pensez-vous de la démocratie interne au sein des partis politiques en Afrique? Je vous donne l'exemple de l'AFP ici au Sénégal, où Moustapha Niasse a apparemment du mal à organiser sa succession. Quand on va à Côte d'Ivoire, on a vu le PDCI qui finalement, au lieu de choisir un cadre de son parti pour incarner son parti, il a préféré rallier Ouattara. On a également Landing Savané et tant d'autres, même au Togo avec Gilles-Christ Olympio. Je crois que c'est partout la même chose. On en revient toujours à la même chose, le problème des hommes et de la conception qu'ils ont du pouvoir, que ce soit les hommes qui accèdent au pouvoir ou que ce soit les hommes qui sont dans leur parti. Dans les partis politiques, ce sont souvent ceux qui sont à la tête de ces partis, qui contrôlent le parti, qui ont les moyens, qui financent le parti, et donc ils ont tendance à exercer un pouvoir assez personnel. C'est une tendance qu'on retrouve, c'est une tendance lourde en Afrique, malheureusement. On entend parfois dire qu'il faut tropicaliser la démocratie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une démocratie qui soit spécifique aux pays africains? Non, pas forcément. Il y a des choses dans le concept de démocratie, des choses qui sont tombées dans ce qu'on peut considérer comme le patrimoine commun de l'humanité. Et je crois que ces choses, ces acquis-là, il faut les considérer comme définitifs et construire à partir de ces acquis. L'Afrique a besoin de se développer aujourd'hui. Tout est prioritaire en Afrique.
en matière de développement. Et je ne suis pas persuadé qu'avec le personnel politique que nous avons en Afrique, qu'il soit bon d'élire le président de la République au suffrage universel direct comme on le ferait ailleurs. Je ne suis pas non plus persuadé que le système de l'élection soit forcément une bonne chose dans les pays qui sont en proie à des fractures ethniques importantes, à des clivages ethniques qui vont jusqu'à l'affrontement entre les ethnies, surtout lorsqu'il y a un déséquilibre entre ces ethnies, comme au Burundi, où il y a 80% ou plus de 80% de Hutus et seulement 15% de Tutsis. Je crois qu'il y a lieu là, dans ces pays-là, d'essayer d'imaginer un système qui prenne en compte cette réalité ethnique, ces clivages. Non pas que je ne sois pour une démocratie ethnique, non. Il faut dépasser l'ethnie, il faut évoluer, il faut pas que les ethnies soient définitivement figées dans leur antagonisme. Il faut que cet antagonisme soit dépassé et qu'on arrive à la création de sociétés post-ethniques, si on peut s'exprimer ainsi, de sociétés post-ethniques où les considérations ethniques n'existeront plus. Mais pour le moment, elles existent. Il faut faire avec. Il faut essayer de construire des systèmes qui permettent de transcender les ennemis, qui permettent d'aller au-delà des ennemis. Mais ce n'est pas en les niant, en essayant de les gommer à tout prix et en organisant des élections qui sont forcément teintées d'ethnicisme qu'on va régler le problème. C'est un peu pour ça que il faudra, à mon avis, revisiter la démocratie en Afrique dans certains de ses aspects, pas dans tous les aspects, puisque la démocratie est devenue un patrimoine commun de l'humanité, mais certains aspects spécifiques de l'Afrique doivent être revisités pour les mettre en conformité avec ce concept de démocratie, surtout que l'Afrique a contribué à forger ce concept de démocratie en apportant les conférences nationales. Les conférences nationales sont la contribution de l'Afrique à la théorie de la démocratisation. Alors on a le sentiment qu'aujourd'hui dans des pays africains, quand des élections se passent, l'Occident se presse de dire que tout s'est bien passé, même quand ce n'est pas le cas. Ils ont changé de stratégie, et c'est comment exactement? Je pense qu'ils ont changé effectivement de stratégie. Au début des années 90, il fallait absolument organiser les élections en respectant les critères démocratiques. Parce qu'au début des années 90, le problème de la sécurité, le problème sécuritaire ne se posait pas comme il se pose aujourd'hui. Je crois que dans l'ordre des priorités, l'Occident met d'abord en avant la sécurité. La sécurité, la démocratie vient après. À chaque fois qu'il y a contradiction entre démocratie et sécurité, on préfère mettre en avant la sécurité plutôt que... Regardez comment l'Union européenne s'est comportée en Guinée. En Guinée, elle s'est empressée de dire oui, il y a certes eu des dysfonctionnements, mais dans l'ensemble, les choses se sont bien passées. C'est parce que l'Union européenne avait peur que cette élection présidentielle débouche sur des problèmes, sur des violences incontrôlées. Eh bien, on s'est empressé de conforter la victoire de celui qui a été considéré comme vainqueur par la CENI pour éviter que le pays n'explose. Alors, professeur Babacar Gaye, l'Europe et notamment la France, pays des droits de l'homme et des démocraties, est-ce que vous comprenez le traitement qu'ils réservent aux migrants et aux réfugiés qui affluent vers leur pays? Oui, ça pose problème du point de vue de leur idéologie, de l'idéologie qu'ils ont toujours développée depuis 1789. Mais moi, je préfère qu'on ne se lamente pas sur ce genre de questions. Moi, je suis absolument contre
ces départs massifs des Africains vers la France et vers tous ces pays-là. Moi, le rêve que je fais, c'est que tous ces Africains-là restent dans leur pays et qu'ils aient de bons dirigeants, des dirigeants qui répondent à leurs préoccupations, qui s'efforcent de leur trouver du travail pour qu'ils n'aillent plus. Je ne suis pas pour qu'ils aillent dans ces pays-là, qu'ils restent chez eux. Parce que l'avenir est ici, en Afrique. L'avenir n'est plus en Europe. C'est pour ça que je ne me lamente pas outre mesure face au comportement des Européens et des dirigeants européens. Lors de la dernière rencontre entre l'Afrique et les pays africains et la France, à La Valette, on leur a proposé une enveloppe de 3,6 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment régler la question de l'immigration? Non, ça ne réglera pas la question de l'immigration. Je crois que tant que nos propres dirigeants n'auront pas une bonne politique, n'auront pas une bonne gouvernance, capable de créer des emplois, capable de redonner l'espoir à nos jeunes, capable de maintenir nos jeunes ici, et bien tant que nous n'aurons pas cette politique, les jeunes continueront de partir, même avec 10 milliards d'euros, les jeunes continueront de partir. Je crois que la solution est ici en Afrique. La solution, ce sont nos dirigeants qui doivent la trouver en menant une bonne politique économique, une bonne politique sociale, en menant une bonne politique de redistribution des richesses. Et l'Afrique n'est pas pauvre, il y a des richesses. Il faut gérer mieux, gérer dans l'intérêt des populations. Et je pense que les populations resteront. Professeur Babacar Gaye, CNePlus.com vous remercie pour le temps que vous lui avez consacré. Je rappelle que vous êtes professeur en droit public, constitutionnaliste et enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et directeur de l'Université des sciences sociales. Merci une fois encore. C'est moi qui vous remercie.